Bonjour à tous et à toutes. 1, 2, 1, 2. Bonjour, moi je vais me présenter. Je suis Thomas Pesquet, je suis astronaute de l'Agence spatiale européenne, de l'ESA. Français, vous êtes tous, c'est le staff un peu ESA, là, c'est ce qu'on m'a dit, donc c'est les usual suspects du spatial. Donc si vous êtes staff ESA, vous êtes censé tout connaître sur ma mission. Ceux qui ne connaissent pas, il y aura un quiz à la fin et puis on verra bien. Je vais essayer de vous présenter rapidement, sans vous assommer avec des slides. J'en ai beaucoup, mais on va passer très très vite. Parce que l'intérêt c'est de discuter, c'est de se parler, c'est d'échanger, c'est d'avoir des questions et des réponses. Mais je vais essayer de vous présenter rapidement, j'ai appelé ça de manière un peu pompeuse, les vols habités en Europe, présent et futur. C'est pas vraiment ça, c'est plutôt ce qu'on fait nous, les astronautes européens, en 2015, et puis ce qu'on fera dans les quelques dizaines d'années qui arrivent. Le présent pour nous c'est ça, c'est la station spatiale internationale, c'est l'objet le plus complexe qui existe, je pense qu'on peut le dire. Peut-être l'accélérateur de particules, ça rentre en compétition, mais quand même, ça on l'a assemblé dans l'espace depuis 98, vous avez la date en bas à gauche. Donc il faut voir que chaque module c'est un lancement. Donc, cette station spatiale c'est à peu près 100 mètres de largeur là, sur la partie panneau solaire, 70 mètres de longueur pour les modules pressurisés. En 2008, moment important, ça c'est le laboratoire Columbus. C'est la participation principale de l'Agence spatiale européenne. Aujourd'hui, ça ressemble un petit peu à ça, 70 mètres de long, 100 mètres de large, c'est grand comme un terrain de football. Le volume intérieur, c'est un Boeing 747 à peu près pour 6 membres d'équipage, donc on ne se marche pas sur les pieds. Et ça tourne depuis, vous avez vu, 98, avec une présence humaine ininterrompue depuis 2001. Donc il y a des gens qui habitent dans l'espace, je ne vous l'apprends pas peut-être aux gens de l'ESA, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent, depuis l'année 2001. Voilà, c'est ce module-là, le dernier que vous avez vu arriver, qui n'arrivera peut-être pas, mais pour l'instant, ça ressemble à peu près à ça. Ça, c'est pour vous dire que c'est un projet international. En bleu, les participations américaines, en rouge, les participations russes, en vert, la participation européenne. On a 8% du programme de la station spatiale, donc on n'est pas les acteurs majeurs, mais ça permet aussi de dire que moi les gens qui me disent ça coûte cher, je leur dis non c'est pas vrai, nous le budget qu'on met là-dedans par rapport à ce que mettent les Américains, ça coûte quand même presque rien, et ça me dérange pas de le dire. Tout ça pour dire qu'il y a aussi beaucoup de ces éléments bleus en plus qui ont été payés par la NASA mais fabriqués en Europe, et c'est là où on a été très très bon, c'est qu'on a réussi à leur fabriquer des modules mais qui étaient au final payés par la NASA. Ça c'est la photo de famille avec la navette, malheureusement on n'aura plus l'occasion de la voir, on voit la TV derrière et le Soyuz docké, donc ça c'est la configuration totale de la station spatiale prise par Paolo Nespoli. Là je vous ai mis un petit plan d'ensemble, ça c'est ce qu'on utilise nous quand on prépare les sorties extravéhiculaires. Parce que ça a l'air assez simple vu comme ça, mais on arrive à se perdre en scaphandre malheureusement, parce qu'on est parfois dans le noir complet avec juste les petites lumières du casque. C'est un enchevêtrement métallique à l'extérieur, et puis il faut connaître un peu toutes les pièces et tous les équipements par cœur pour s'y retrouver. Si on se rapproche un petit peu et qu'on zoome, on a vu ça de loin, maintenant on va voir ça de près. La station c'est à peu près 12-13 modules, c'est pas comment on compte pressurisé comme ça, métallique, module japonais, vous reconnaissez le drapeau, là on est à l'avant de la station spatiale. L'avant de la station spatiale, à l'avant à gauche les Japonais, à l'avant à droite les Européens, les Américains au milieu, les Russes derrière ils sont pas fous parce qu'évidemment les risques de collision et de micrométéorites c'est plutôt à l'avant que ça se passe. Donc nous on a 8%, on n'a pas pu choisir notre place, hein. Donc nous on est plutôt à l'avant. Si on regarde à l'intérieur, ça c'est la partie plutôt chambre à coucher, encore une fois Paolo Nespoli en 2012 donc. Là je ne sais pas si vous arrivez, mais il y a quelques indices qui peuvent quand même vous donner la date de cette photo qui a été prise. Bien, je vois qu'il y en a qui suivent, c'est Noël, regardez, il y a le bonnet du Père Noël, les cadeaux qui flottent et le sapin là-haut, donc évidemment que c'est Noël. On fête Noël, on fête les anniversaires dans la station, comme tout le monde, et vous avez vu, on dort comme ça en cercle, on dort autour, au plafond, au sol ou sur les côtés. Donc la partie chambre à coucher, je vous fais la visite de la maison comme si je vous invitais. Donc on a fait la partie chambre à coucher, maintenant on va faire la partie plutôt bureau, salle de travail. Et ça c'est le laboratoire américain, un peu le cœur de la station spatiale. Vous avez vu, c'est là qu'on fait beaucoup d'expériences de recherche. Et ça vous donne une idée peut-être de pourquoi ça prend 6-7 ans de se préparer à une mission spatiale. C'est parce que tout ça c'est une complexité extrême. Il faut voir que
derrière chaque paroi, c'est soit des équipements scientifiques un peu de pointe qu'il faut connaître, soit des équipements de contrôle thermique, des pompes, des ventilateurs, des calculateurs, de l'électronique. Et le problème, c'est que nous, on a besoin de tout savoir pour tout réparer. Enfin, on est évidemment énormément aidé par le centre de contrôle, mais on ne peut pas appeler le réparateur ou le médecin, et s'il se passe quoi que ce soit, on est tout seul. Donc ça implique une connaissance assez approfondie. Côté salle à manger, donc là vous voyez Luka Parmitano en 2013, ça c'est côté russe. Je vais passer un peu plus rapidement. Ça, c'est pour vous montrer que derrière chaque paroi, quand vous voyez Pavel Vinogradov là, qui est en train de réparer, et ben ça, c'est un tapis roulant qu'on a dans la station pour faire 2 heures de sport. Là, il était en train de le réparer. C'est en 2014, je crois, cette photo. Maintenant, on va dire, ça, c'est plutôt quand ça s'appelle le vestiaire, où on entrepose les scaphandres. Et tout au fond, là, vous voyez, c'est le sas de sortie extravéhiculaire. Derrière cette porte qui est vers le bas, là, je ne sais pas si vous voyez un peu une poignée jaune. Quand on ouvre ça, ben là, c'est l'espace. Il faut imaginer, on va mettre ces 2 gars en scaphandre, un peu tête bêche, dans le sas avec leurs outils. On va fermer une première porte. Ensuite, eux, ils vont l'ouvrir. Et quand ils vont ouvrir, eh ben, dessous, ce sera 450 km de vide. Et la Terre qui défile à 28 000 km/h. Donc ça, c'est une vue qu'évidemment, dont on rêve tous. Et qui, moi, normalement, m'attend en 2016-2017, si tout va bien. Version russe, c'est plus rudimentaire, mais c'est plus polyvalent, on va dire, c'est un peu une tendance. Ça s'enfile par l'arrière, c'est assez drôle, on enfile le scaphandre, on referme la porte derrière soi, et la première fois qu'on fait ça, on a vraiment l'impression d'être, alors je vais dire un truc qui va peut-être vous choquer, mais d'être dans un cercueil avec une vitre. Parce que c'est vraiment ça l'idée, on est complètement bloqué, on a juste une petite vitre sur le devant, on peut bouger les bras, mais évidemment c'est assez limité, donc c'est vraiment ça l'impression. La photo de famille dans le laboratoire japonais, on aime bien faire des photos parce que c'est celui qui est le mieux rangé. Les Japonais tiennent à ce que leur module reste en ordre parfait. En plus, ils ont prévu un grenier pour le stockage. Il y a un petit module où il n'y a rien, il n'y a pas d'équipement, c'est juste pour stocker. Et ils ont été les seuls à le faire. On a rattrapé un peu le retard avec PMM, qui a été une addition, un ajout de dernière minute à la station, mais on n'avait pas d'endroit où stocker les choses. Voilà. Là, il n'y aura pas le son, mais ce que je vais vous montrer, c'est... Alors, je vous présente Mike Fossum, Sergei Volkov à gauche, Satoshi Furukawa à droite. Donc, ce qu'ils vont vous démontrer là, avec cette petite vidéo, on va peut-être pas la regarder jusqu'au bout, c'est pas que c'est marrant de voler dans l'espace, mais en fait, ce qui est en train de se passer là, c'est que eux sont immobiles, et la station est en train d'accélérer. Pour remonter son orbite, on allume les moteurs de la station accélère, et en fait, eux restent immobiles dans l'espace, et la station est en train de s'éloigner, de les laisser derrière. C'est ça qui est en train de se passer. C'est qu'eux, ils ne bougent pas du tout, eux sont immobiles, et la station est en train d'accélérer. Donc évidemment, ça les fait aussi beaucoup rigoler, parce que c'est quand même assez drôle, et je ne vous mets pas la vidéo jusqu'à la fin, mais vous allez voir que la technique japonaise pour négocier les passages de porte est absolument phénoménale. Je vais peut-être quand même vous laisser. Voilà, hop, la porte, retournement. Regardez, ça demande une technique phénoménale. Voilà, tout ça pour dire que l'état d'impesanteur, pour ceux qui ne sont pas familiers du domaine, eh ben c'est jamais qu'une chute libre, mais une chute libre autour de la Terre. C'est une chute libre avec tellement de vitesse horizontale qu'on va tomber autour de la Terre, c'est ni plus ni moins que ça. C'est pour ça que ça coûte beaucoup d'énergie d'aller dans l'espace. C'est pas tellement d'aller haut. Aller haut, c'est difficile, mais pas tant que ça. Ce qui est difficile, c'est d'acquérir la vitesse. Si vous voyez un lancement, ça part tout droit, puis très rapidement, ça va se mettre pas à l'horizontale, mais une trajectoire beaucoup plus à plat pour avoir cette vitesse qui nous permet de rester en orbite. Le laboratoire Columbus, je vous l'ai dit tout à l'heure, la participation européenne, j'ai trouvé peut-être la seule photo où c'est bien rangé, qui date du début. Ça, c'est une photo d'Alex, vous voyez, c'est déjà un peu moins bien rangé, il y a des trucs un peu partout. Bon, on a fait des progrès depuis, mais c'est un souci permanent à bord de la station spatiale. On a énormément d'équipements, on les perd. On a une liste de, je ne devrais peut-être pas le dire, mais on a une liste peut-être de, je crois, 3000 objets qu'on a perdus. On ne sait pas où ils sont, mais ça vient des objets petits comme ça, mais il y a aussi des objets très gros, et ça c'est un peu plus surprenant. Mais nous, côté américain, européen, on suit ça de manière très très précise. Côté russe, un peu moins, donc on imagine qu'il y a des choses qui ont été mises dans des vaisseaux Progress et qui ont brûlé dans l'atmosphère. Mais on a une énorme base de données de plusieurs dizaines de milliers d'objets. On essaie à chaque instant de savoir où sont les choses, parce que c'est très facile de perdre des objets. En plus, si vous perdez une bague, une alliance, il y a des gens qui ont perdu un bracelet, une alliance dans la station spatiale ou quoi que ce soit, souvent vous allez les retrouver dans les grilles de ventilation.
parce qu'on a un flot d'air qui est forcé évidemment par des ventilateurs, et souvent si vous perdez quoi que ce soit, ça va flotter comme ça va se mettre dans une grille d'aération, et c'est là qu'en général, quand on a perdu quelque chose de petit, on le retrouve. La TV, une photo du décollage, Ariane 5 depuis Kourou, Guyane française, le système d'arrimage vu de près qui donne un peu les dimensions de la bête, une vingtaine de tonnes au décollage, 5 missions couronnées de succès, on les a, de ravitaillement de la station spatiale, ici la TV en approche, avec on voit les moteurs qui fonctionnent pour lui faire maintenir son attitude en approche finale. Là, encore plus près, ça c'est impressionnant à voir, un 20 tonnes qui poursuit la station spatiale. La station spatiale c'est 400 tonnes, tout ça, ça tourne à 28 000 km/h et on fait une vitesse relative de à peine 1 ou 2 cm/s. On fait un arrimage à même pas 1 cm de précision. Tout ça dans l'espace autour de nos têtes, au-dessus de nos têtes, pardon. On a l'impression que c'est facile, je vous garantis que ça l'est pas. C'est contrôlé depuis Toulouse, ça c'est juste pour faire un petit coucou aux gens du CNES. Photo de famille une fois de plus avec la navette à l'avant, la TV à l'arrière. La station elle a un sens, hein, elle vole toujours dans ce sens-là. J'ai peut-être oublié de le dire quand j'ai parlé des micrométéorites, mais on peut la contrôler, on peut contrôler son attitude, mais on ne le fait pas parce que ça nous coûte beaucoup de carburant. Donc autant qu'on peut, on reste dans cette attitude de vol et puis on essaie de minimiser la traînée des panneaux solaires, parce que même si on est à 400 et quelques kilomètres, il y a encore de la traînée, quelques particules là-haut qui nous ralentissent. Alors voilà, c'est ça le plus important, c'est la participation européenne au programme de la station spatiale. Ça passe aussi par ces astronautes. Ces astronautes, ils réalisent, comme vous le savez tous, des sorties en scaphandre. Ça, c'est l'image d'Épinal de l'astronaute. On répète ça à l'EAC, à Cologne, là où on est basé, donc pas loin d'ici, 3h30 de Thalys, si vous voulez venir visiter la ville de Cologne, très sympathique. C'est entraînement initial, vous voyez, là on n'a pas de scaphandre, c'est pas pressurisé, on répète un peu les procédures, on s'habitue. Ensuite, côté russe, là le scaphandre, je vous en ai parlé tout à l'heure, là j'ai l'air très à l'aise, c'est la première fois que je rentre dans ce scaphandre-là. On est descendu en piscine. Côté russe, c'est plutôt 3-4 heures d'entraînement avec des plongeurs pour être qualifié sur ce scaphandre, qui s'appelle Orlan. Côté américain, donc les Américains font les choses en grand, ça c'est, j'ai ça aussi, excusez-moi, je suis peut-être pas obligé de... La piscine la plus grande du monde sans doute, 110-120 mètres de long, une soixantaine de mètres de large, à l'intérieur, enfin immergé, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a quasiment la totalité de la station spatiale. Donc ça, c'est quand même, il faut le voir une fois. Et nous, on va répéter, côté américain, les programmes d'entretien à l'extérieur de la station. Ça, c'est mon collègue Andreas Mogensen. Je profite pour vous signaler que lui décolle le 1er septembre. Moi, je suis la doublure sur cette mission. Donc, si vous pouvez le pousser dans les escaliers, pour moi, ça me fait plaisir. Je plaisante, je lui souhaite absolument pas de malheur. Mais on sera tous les deux donc à Baïkonour en septembre, et lui, il décollera, et moi, je ferai de mon mieux pour l'aider. On enfile le bas, on enfile le haut, vous voyez une structure rigide pour résister à la différence de pression, le casque. Alors là, vous voyez, côté américain, c'est un peu la Ferrari, donc c'est plus performant, mais par contre, il faut toute l'équipe de maintenance. Côté russe, c'est plutôt la Daniva du week-end, c'est-à-dire c'est tout terrain, ça marche très bien, mais c'est un peu moins performant. On est descendu dans la piscine, vous voyez sur le torse, là, on a tous les outils. Et puis on a aussi des longes qui vont nous servir à pas lâcher la structure de la station et dériver dans l'espace, parce que nous on n'a pas George Clooney dans Gravity, si jamais on lâche, malheureusement le film se termine assez rapidement. Descendre dans la piscine, et là c'est des plongeurs, vous voyez, ça fait 11 mètres de fond je crois, on va répéter pendant quelques heures les opérations d'entretien à l'extérieur de la station spatiale. Ça c'est pour vous donner une idée, on a quand même vous avez vu la petite bobine là qui est accrochée, ça, là on est près du SAS, ça c'est à la fin, c'est après 6 heures, on va rentrer à l'intérieur de la station, on est près du SAS et on a déroulé cette bobine pendant toute la station, une espèce de fil d'Ariane qui va en cas de gros problème nous ramener de là où on est parti. Donc ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler du problème qu'a eu mon collègue Luca Parmitano, qui avait le casque qui commençait à se remplir d'eau. L'eau du système de refroidissement, malheureusement, est arrivée dans le système d'oxygène. Et donc il y avait de l'eau qui remplissait son casque, qui était dans ses oreilles, qui était dans ses yeux. Et puis au final, ce qui l'a aidé, alors son collègue l'a aidé parce qu'on est toujours deux, mais ce qui aussi l'a aidé à retrouver la sécurité de l'intérieur de l'ISS, c'est de suivre ce fil-là de manière un petit peu aveugle pour revenir à l'intérieur. Voilà, ça c'est des images de comment ça se passe en vrai. Donc vous voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, on sort, on est ébloui par le soleil.
on peut aussi sortir pendant la nuit. Hein. Si on n'a pas de chance, on sort, on n'ouvre rien, c'est noir. Et puis tout d'un coup, paf, on passe au soleil. Et là, on voit le vide de 450 km. C'est assez sympa. Une des premières choses qu'on fait en sortie extravéhiculaire, c'est... on a 5 minutes. Alors évidemment, tout est chorégraphié, il y a un timing très précis, mais les 5 premières minutes, c'est libre, c'est pour s'habituer quand on n'en a jamais fait. Souvent, on part avec quelqu'un d'expérimenté. Moi, ce qu'on m'a raconté, c'est qu'on va accrocher une longe comme ça, à un rail, un des rails qu'on a sur la station, et puis on va lâcher les mains, et se pousser, et pousser, et puis partir comme ça, en dérivant, et puis jusqu'à ce que la longe se tende, et puis on nous ramène sur la structure, et on raccroche. Ça, c'est pour apprendre au corps on va pas tomber. Parce que le corps, il réagit de manière assez basique. Le cerveau, il voit un vide de 450 km. Les gars, au début, ils agrippent les rails avec toute la force du monde. Les Américains disent grip of death. C'est un petit peu ça. Mais si on fait ça, on va se fatiguer. Parce qu'évidemment, lutter contre la pressurisation du scaphandre, c'est comme écraser une balle de tennis chaque fois qu'on ferme la main. On ne peut pas faire ça pendant 6 heures. Personne ne peut écraser une balle de tennis pendant 6 heures. Enfin, peut-être s'il y a des gens qui veulent essayer, je veux bien qu'on fasse un concours, mais à mon avis, ça ne durera pas très longtemps. Donc il faut absolument se déplacer avec juste des petites touches comme ça. Il y a beaucoup d'inertie. C'est assez difficile, mais ça s'apprend et on s'habitue à ça dans les 5 premières minutes d'une sortie, juste pour expliquer au cerveau, non, on ne va pas tomber. Voilà, ensuite je vous avais parlé d'un enchevêtrement mécanique. Ben, vous voyez là, il faut imaginer ça dans le noir. Tout se ressemble un petit peu, on ne sait plus trop de quel côté on est arrivé, surtout qu'on peut travailler la tête à l'envers, la tête sur le côté, donc ça a l'air un peu bête, mais on arrive à se perdre à l'extérieur de la station spatiale. Le viseur en or, c'est pour se protéger des rayons du soleil, évidemment. Au soleil, on monte à plus 150 degrés surface, moins 100 degrés à l'ombre. Voilà, on a fait des vols paraboliques. Je ne sais pas si j'avais une autre vidéo pour tester des équipements, pour s'entraîner, pour entraîner les astronautes et surtout pour la recherche scientifique. Un truc tout bête que nous on a testé dans les vols paraboliques, c'est de faire du massage cardiaque. Sur Terre, c'est facile, on utilise son poids et on appuie sur la personne qui est au sol. En apesanteur, vous voyez derrière nous, là, tout le monde flotte. Eh ben, ça marche pas. Donc une des techniques, c'est quand on peut, d'aller mettre les pieds au plafond et puis de maintenir la personne sur le sol. Une autre technique, c'est juste de flotter avec elle, de l'entourer avec les jambes et puis de faire une espèce de massage cardiaque comme ça. Mais il y a des choses comme ça auxquelles on pense pas forcément, qu'on passe nous notre temps en entraînement avant la mission. On a appris le russe, ça c'est obligatoire parce que dans le Soyouz, on vole en russe, avec des membres d'équipage russes, des procédures en russe, on parle au centre de contrôle en russe. Donc ça n'a pas été la partie la plus facile de l'entraînement, je ne vous le cache pas. On est tous des gens un peu techniques, on n'a pas spécialement étudié les langues étrangères, même si certains d'entre nous se débrouillent. Donc vous voyez ici à la tête de Tim, mon collègue britannique, qu'il n'est pas en train de passer le meilleur moment de sa vie. Pilotage pour ceux... Alors il y en a 2 d'entre nous qui n'étaient pas pilotes. Quand je dis d'entre nous, c'est la promotion 2009. C'est ces 2-là. Mon collègue allemand et mon collègue danois, on les a formés. Pas tellement pour la maniabilité, parce que piloter un Soyouz, ça se pilote à la main, mais pas comme ça. Mais pour apprendre un peu à travailler en conditions dynamiques, à la prise de décision rapide, à travailler en équipage, à hiérarchiser ses priorités très très vite, à travailler sous stress et ainsi de suite. C'est à ça que ça sert l'entraînement et le profil de pilote des astronautes, pas tellement qu'on est là tous les jours en train de piloter avec un manche à balai, mais plutôt à ça. Moi j'avais la chance de le faire dans ma vie d'avant, je le fais encore. Lundi, mardi j'étais chez Air France, je suis pilote d'A320. Si vous prenez, s'il y en a certains d'entre vous qui descendent sur Toulouse, Biarritz ou qui vont à Madrid ou je sais où en Europe, ça pourrait être moi à l'avant de l'avion. Auquel cas je le dis pas parce que les gens ont un peu peur, ils se disent voilà, qu'est-ce qui se passe, mais ça m'arrive encore de voler chez Air France pour les raisons que je vous disais tout à l'heure. Stage de survie, on le fait pas pour survivre sur Mars, mais parce qu'au retour, si ça se passe mal, on peut mettre 2-3 jours à nous retrouver. Donc nous, on a répété ça en Sardaigne pendant 3-4 jours, on est sorti de la vallée, ensuite en marche forcée, l'hélicoptère nous a récupérés, pour nous jeter dans l'eau. On est resté 24 heures sur ce petit radeau de la Méduse, là, qui en plus se dégonflait, ça c'était pas prévu, mais on l'a signalé aux gentils organisateurs, on a dit mais le radeau se dégonfle, ils ont dit ah ouais, c'est intéressant, c'est une situation intéressante. Donc on a passé 24 heures au début, on pompait systématiquement, on se relayait, donc c'était un vrai cauchemar, puis finalement on a plongé, on est arrivé à réparer sous le bateau, mais elle était un petit peu froide. Voilà, en parlant d'un petit peu froid, on fait la même chose en milieu hivernal. Vous avez vu, là à gauche, c'est un Soyouz.
Ça ressemble à ça, hein, quand on se pose sur Terre, vous avez tous déjà vu sans doute. Retour sur Terre, le dernier en date, ma collègue Samantha Cristoforetti, italienne, revenue la semaine dernière, ou il y a quelques jours, après 200 jours dans l'espace. Si on tombe l'hiver un peu loin, eh bien, il faut arriver à se débrouiller. On a des vêtements chauds dans le Soyouz. Vous voyez cette ravissante combinaison bleue très saillante, dernière mode, avec le petit chapeau. Mais on utilise la toile du parachute, on utilise les sièges pour faire des espèces de traîneaux, la toile du parachute pour faire un tipi. On a passé comme ça 2 nuits et 3 jours par... allez, la journée faisait moins 15, la nuit faisait plutôt moins 25, dans la banlieue de Moscou, une quarantaine de kilomètres. Voilà, ça c'est pareil, sur le moment c'est pas très drôle, après c'est des bons souvenirs, je souris en le présentant, mais sur le moment je souriais pas trop. Médecine, en médecine c'est un bien grand mot, mais on va dire notion de médecine, premier secours. Encore une fois, mais pour faire face à toutes les situations, on a appris à faire des points de suture, évidemment, on a fait la trachéotomie, ça c'est pas très sympathique non plus. Arracher les dents, c'est pas très sympa non plus. A priori, ça arrive jamais dans la station, mais si jamais ça devait arriver, eh ben, on le ferait nous-mêmes. C'est partie du métier. Entraînement physique. Je vous ai mis Lucas qui vient de courir un Ironman il n'y a pas très longtemps, Mister Sport. Mais on fait tous, allez, on va dire au minimum, même les petites semaines, on fait 5 heures de sport. Et puis au fur et à mesure qu'on se rapproche de la mission, on en fait de plus en plus. Dans la station spatiale, on a des équipements de musculation, évidemment, pour maintenir sa masse musculaire, on va dire, pas avec des poids, parce que les poids ça n'a pas de sens, mais avec des cylindres pneumatiques. On peut adapter la force, et puis tous les jours on passe du temps sur cette machine. Alors ça c'est l'entraînement au sol, ça se passe à la NASA au Texas. Ça c'est la version dans la station spatiale. Évidemment la photo n'est pas à l'envers, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et vous voyez en dessous tout le cup, c'est la cupola, donc on profite de la vue en faisant sa musculation, c'est quand même sympa. C'est mieux que le Club Med Gym de je sais pas où. Voilà, je vous ai mis une petite vidéo. Ça c'est parce que c'est Franck Devine, c'est mon chef, il faut toujours mettre une vidéo de son chef dans ses présentations. C'est lors de sa mission, c'est pour vous donner une idée de comment ça marche. Au fond, vélo, style vélo d'appartement, mais sans selle, évidemment, pas besoin de s'asseoir, on flotte. Donc il y a juste la partie pédale, et puis ça suffit bien en fait. Et en premier plan, Franck qui fait sa musculation quotidienne sur une grosse machine qui s'appelle A-Red et qui est isolée en vibration, merci, qui est isolé en vibration de la structure de la station, parce qu'on fait de la recherche scientifique, on utilise l'impesanteur, donc on ne veut pas aller, nous, provoquer des vibrations sur la structure de la station. Alors ça, je vous ai mis ça, on va dire plutôt psychologie. Une difficulté des missions spatiales aujourd'hui, c'est la promiscuité, l'éloignement, des choses comme ça. L'aspect un peu psychologique. 6 mois dans la station spatiale, avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis, c'est pas facile. Le futur, ce sera encore plus. On a même des missions d'1 an aujourd'hui, en ce moment. Scott Kelly et Mikhail Kornienko, ils sont là-haut pour 1 an. Le futur, beaucoup plus long, vers mars. Il faut savoir travailler ensemble. Nous, on allait se mettre un peu dans les conditions difficiles, en spéléologie, avec un groupe d'astronautes que vous voyez sur la photo. Moi, j'y suis pas parce que c'est moi qui l'ai prise. Je suis très très fier parce que sur un coup de chance incroyable, j'ai fait une jolie photo. Et on est resté comme ça 10 jours avec un programme d'exploration, un programme scientifique, pour mieux se connaître soi, pour mieux connaître les autres, et puis pour travailler un peu comme ça en perdant ses repères et en conditions un peu stressantes. On fait la même chose sous l'eau avec la NASA, ça se passe en Floride, Key Largo, vous voyez. On s'est mis 10 jours sous l'eau, dans un module à une trentaine de mètres sous l'eau, au large des côtes de Floride, à 10 nautiques, qui simulait un peu une mission plus lointaine. On aurait eu notre module d'habitation et tous les jours, on sortait en scaphandre, comme on l'aurait fait, comme on le ferait, comme on le fera, sur un astéroïde, sur une planète ou sur une station orbitale. On s'entraîne à la robotique. Ces grandes structures là, c'est un bras robotique articulé qui fait 17 mètres de long, qu'on pilote depuis l'intérieur de la station. C'est lui qui nous a permis, soyons clairs, de construire la station, de déplacer des charges à l'extérieur, des charges qu'on ne pourrait pas nous transporter en sortie extravéhiculaire. Je ne sais pas si vous avez vu l'échelle du truc, les astronautes sont tout petits, d'ailleurs eux-mêmes parfois sont transportés par le bras robotique. Le bras robotique, il permet aussi d'arrimer les vaisseaux ravitailleurs. Pas la TV qui lui arrive à s'arrimer tout seul de manière autonome à l'arrière, mais par exemple l'HTV japonais ou d'autres, SpaceX,
le Dragon, ils viennent en vol stationnaire sous la station. Les astronautes, depuis la cupola, avec l'espèce de poste de pilotage que vous voyez ici, vont les attraper, en fait, avec le bras robotique et les arrimer à la station spatiale, ensuite ouvrir et utiliser le ravitaillement qui se trouve à l'intérieur. Ça, c'est une photo que j'aime bien. Je ne sais pas qui c'est, peut-être qu'il y en a qui savent, mais il faudrait que je fasse mes recherches. Mais vous voyez ici, attaché par les pieds au sommet du bras, donc à peu près à 17 mètres au-dessus de la structure de la station. Il faut imaginer 17 mètres, hein, c'est quand même pas rien, au sommet d'une perche comme ça, attaché par les pieds, en dessous de la station spatiale, et puis en dessous 450 km de vide, et puis la Terre. Donc ça, c'est une vue, à mon avis, il n'y a rien dans le monde qui peut battre cette vue-là. Voilà, ça c'est la même chose, on voit ici le bout du bras robotique, et ça c'est les opérations extérieures, attachées par les pieds, il faut quand même avoir confiance, hein. Mais ça se passe toujours bien. On s'entraîne au vaisseau Soyouz, rapidement, ça c'est notre moyen d'accès à l'espace, 3 parties, il n'y a que la partie du milieu qui revient. La partie du haut, c'est la partie un peu habitation, c'est là où on mange, où on stocke les scaphandres, c'est là où on a les toilettes, d'autres choses. La partie du milieu, c'est la partie où on est assis pour le décollage et l'atterrissage en scaphandre. Et la partie de l'arrière, c'est équipement, on n'y a pas accès. L'entraînement, ça ressemble à ça, simulateur de vol, tout bêtement, comme dans ma vie de pilote, mais un peu plus... un peu moins moderne, j'ai envie de dire, parce que ça c'est de la technologie qui marche très très bien, mais qui date un peu quand même des années 70-80, en scaphandre, avec des cosmonautes russes. Ça, j'ai déjà passé quelques centaines d'heures de ma vie là-dedans, et à mon avis, c'est pas encore fini. Tout ça pour nous amener au pied de la fusée, à Baïkonour. Fusée qui est sortie à l'horizontale, comme ça. Ça, c'est une cérémonie auquel l'équipage n'a pas le droit d'assister, ça porte malheur de voir sa fusée avant son décollage. Donc l'équipage de doublure a le droit de voir ça, l'équipage principal n'a pas le droit de voir ça. Les Russes mettent des pièces sur les rails qui sont écrasées au passage par la fusée, et ces pièces-là ensuite sont censées porter bonheur. Il y a plein de toutes petites traditions comme ça dans le spatial qui rendent les choses au final assez attachantes. Lancement depuis Baïkonour. Ça vous donne une idée du confort. C'est pas vraiment la classe affaires, hein, c'est même pas la classe économique. On est très très serré, on a les genoux sous le menton. Ça, c'est des véhicules qui ont été conçus à l'époque où la sélection d'astronautes, il fallait faire moins d'1m70. Hein. Moi, je fais 1m84, Andy, mon collègue, fait 1m86. Donc évidemment, on a changé un peu l'orientation des sièges, on s'est arrangé, mais c'est pas très confortable. Ça dure pas très longtemps. On va s'arrimer à la station spatiale. Comme vous voyez en vert en haut, c'est un périscope qui permet aux astronautes de voir ce qui se passe devant, parce que devant il y a le système d'arrimage qui ressemble beaucoup à celui de la TV, pour ceux qui sont familiers. Donc ça, c'est la partie vol depuis le sol qui dure 6 heures. On va s'arrimer, ça se pilote à la main, c'est un des trucs les plus sympas à faire. Et puis on ouvre le sas et on va passer 6 mois dans la station. Le Soyouz reste attaché 6 mois, c'est notre radeau de sauvetage. S'il se passait quoi que ce soit, feu, dépressurisation ou quoi que ce soit, on peut toujours retourner dans le Soyouz. En 20 minutes, on quitte la station. En 2 heures, on est de retour sur Terre. On sépare le Soyouz, la capsule oriente son bouclier thermique, rentrée contrôlée ou rentrée balistique si on n'a pas de chance, ouverture du parachute, et tout ça, ça se termine dans les steppes du Kazakhstan par l'atterrissage doux, d'après le terme officiel, mais en russe ça s'appelle l'atterrissage doux. En fait, on a des rétro-fusées sur le bas de la capsule qui, au dernier moment, à exactement 80 cm du sol, vont se déclencher, c'est censé amortir. Moi, ce qu'on m'en a dit d'expérience, c'est que imaginez, vous êtes au feu rouge dans votre voiture arrêtée, et puis il y a quelqu'un qui arrive, qui n'a pas vu, qui arrive à 50 km/h vers l'arrière et qui vous en plafonne. Ça, c'est l'atterrissage doux. L'équipe de secours, si vous n'avez pas resté 2-3 jours dans la neige comme on l'a vu pendant l'entraînement, vous retrouve tout de suite et vient vous sortir de là. Vous voyez ici Paolo Nespoli en 2012. Évidemment, on n'est pas très en forme quand on rentre sur Terre, parce que le corps s'est adapté, l'équilibre est modifié, le système d'équilibre, on n'a pas été soumis à la gravité. Il faut imaginer, pendant 6 mois, puis tout d'un coup, on est écrasé par le poids de son propre corps, sans compter les quelques jets qu'on prend à l'atterrissage. Donc, c'est pas la phase la plus marrante du vol spatial, mais il faut passer par là. Alors, la station, tout ça c'est bien joli, mais on n'y va pas juste pour se faire plaisir. C'est 2 choses, c'est de l'exploration, un pas sur la route de l'exploration, mais c'est aussi un laboratoire de recherche en sciences des matériaux, biologie. En ce moment même, on travaille sur mon programme scientifique. Il n'est pas encore finalisé, mais je pense
À la rentrée, on aura une liste d'expériences précises. Physique des fluides, médecine et physiologie, on sert de cobaye nous-mêmes, hein, prise de sang, biopsie, analyse de la pression, les cheveux, tout ce qu'on veut bien, les yeux, on est mesuré sous toutes les coutures pour avoir des résultats qui vont essayer de faire progresser un peu la connaissance sur Terre. Ça, c'est une photo du CADMOS. C'était pour faire plaisir au CNES ensuite. Voilà, alors ça, je vous ai mis ça, c'est parce que c'est Don Pettit, un astronaute américain, c'est pour vous montrer les manières de bosser dans l'espace sont peut-être un petit peu différentes, des choses qui sont assez simples, peuvent assez rapidement dégénérer, et qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais qu'en même temps, ça donne des nouvelles manières de travailler. Regardez, il souffle sur ses feuilles, et puis voilà, bon, au final, je vais tuer le suspense s'il y arrive. On fait aussi pas mal d'observations de la Terre, on prend des photos. Alors on ne fait pas aussi bien évidemment que les satellites d'observation, nous on ne fait pas ça des fins scientifiques, mais c'est juste le regard de l'homme sur la planète depuis l'espace, ça permet de se rendre compte de plein de choses, et prendre des photos, c'est une des activités préférées des astronautes. Les gens ils passent le dimanche entier parfois, sachant qu'on ne travaille pas le dimanche, à part le sport. Et ils vont prendre des photos, ils font des time-lapse, ils font des choses comme ça, des composés, donc maintenant ça devient presque de l'art. Alors moi qui suis complètement nul en photo, je ne vous promets pas monts et merveilles, mais j'essaierai de faire de mon mieux. Et puis au final c'est comme ça qu'on passe son temps libre. Ça c'était le présent. Le futur, tout le monde connaît ça, on y travaille. C'est pas une fin en soi, la station spatiale. Les agences travaillent ensemble, dont l'ESA évidemment. Il y a des groupes de travail. On voit qu'on a en orbite basse la recherche et la technologie de l'ISS. On va abandonner c'est pas le terme, mais s'éloigner un peu de cette orbite basse, l'ouvrir au privé, au grand public. Et puis nous, les astronautes professionnels, institutionnels, on va aller plus loin. Le but que tout le monde, sur lequel tout le monde s'est mis d'accord, c'est ça. C'est des missions humaines à la surface de Mars. Comment y aller? Il va falloir faire des étapes intermédiaires qui sont sans doute en orbite de la Lune, des missions robotiques sur la Lune, pilotées depuis une structure en orbite autour de la Lune. Mais ça, c'est en complémentarité évidemment des missions robotiques. Les gens me demandent « Oh là là, mais est-ce qu'il faut envoyer des robots? Est-ce qu'il faut envoyer des humains ?» Non, ça il faut arrêter. Maintenant, j'ai expliqué 100 fois, je n'explique plus. C'est les deux, ça va ensemble. C'est complémentaire, ça s'oppose pas, et c'est même pas juste moi qui le dis, c'est tout le monde qui le dit. Les scientifiques de Curiosity nous disent on a hâte qu'on ait des humains sur Mars pour pouvoir faire 200 fois plus de choses que ce qu'on fait en ce moment. Ils sont frustrés de ne pas avoir assez d'autonomie, de ne pas avoir assez de retours scientifiques sur la mission. Pour ça, ça c'est pas juste des mots, c'est pas juste des présentations PowerPoint où on fait des beaux diagrammes. Ça, c'est la capsule Orion américaine avec le module de service réalisé par l'ESA. Et cette capsule, ça a réalisé son premier vol. Vous voyez ici la récupération dans le Pacifique par la marine américaine de cette capsule après son premier vol qui n'était pas habité. Donc on développe les capacités pour y aller, on a les destinations, et puis dans le futur, on verra des grandes missions internationales aller de plus en plus loin dans l'espace. C'est pas de la science-fiction, c'est pas moi qui vous le dis pour me faire plaisir, c'est la réalité. Voilà, on aura peut-être cette vue-là qu'on n'a pas eu depuis longtemps, et puis comme je vous le disais, l'espace, l'orbite basse terrestre va petit à petit s'ouvrir. Ça, c'est l'exploration, ça a toujours marché comme ça. C'est pas l'exploration spatiale, c'est l'exploration. On va voir quelque part, on défriche, on découvre, on s'approprie le milieu, on le comprend, il nous fait un peu moins peur du coup, et puis voilà, on va aller un petit peu plus loin, et puis derrière, les explorateurs professionnels, entre guillemets, tout un chacun va s'approprier ce territoire-là, et puis étendre un peu la présence humaine. Dans l'orbite basse terrestre, on en est là. Ça fait 10 ans qu'on l'habite, avec des astronautes professionnels, mais nous on va aller de plus en plus loin, et puis aujourd'hui, derrière nous, on voit déjà ce phénomène, ça va s'ouvrir au privé, alors pas à tout le monde au début, parce que je vous l'accorde, c'est encore un petit peu cher, mais à des laboratoires qui sont intéressés, à du tourisme spatial, sous toutes ses formes, 7 minutes avec Virgin Galactic, ça c'est un hôtel gonflable de Bigelow Aerospace, une compagnie américaine, qui prend ça très au sérieux, ça a l'air d'être de la fantaisie, mais ça ne l'est pas, ça ne l'est tellement pas, que moi pendant ma mission, l'année prochaine, on aura un module gonflable sur la station spatiale fournie par cette compagnie-là, qui a pour but, sur le long terme, d'avoir un hôtel en orbite basse terrestre qu'on va tester, ça a été assez sympa d'ailleurs, qu'on va tester pendant ma mission. Voilà, et puis on peut aussi faire ça chez nous, en France, avec Novespace, qui maintenant a ouvert les vols paraboliques au grand public. Donc n'hésitez pas, si jamais votre rêve c'est
c'est de vivre l'impesanteur comme les astronautes. Et bien allez-y, inscrivez-vous. Il y a tellement de succès qu'ils ont doublé le nombre de vols et qu'ils n'arrivent pas à offrir des billets à tout le monde. Enfin, offrir, il faut l'acheter. Tout ça. Voilà, ça c'est peut-être une vision du futur. Il faut que je remplace cette photo-là par une photo de Samantha, évidemment, elle en a fait une qui ressemble beaucoup, mais dans le futur, peut-être que vous irez passer des week-ends ou des vacances en orbite basse terrestre. J'ai peut-être raté le début. Quel genre de profil faut-il avoir pour aller dans l'espace? Qui êtes-vous en général, les uns les autres? Alors, c'est une bonne question. Il y a trois, moi je dis toujours, on a des profils très divers, très variés. Il y a des gens qui sont médecins, pilotes de chasse, des gars qui sont sous-mariniers, ingénieurs, scientifiques, il y a un peu de tout. Surtout en Europe, pas trop parce qu'on n'est pas beaucoup, mais aux États-Unis, le corps des astronautes est le plus important, donc ils ont des profils un peu plus variés. En gros, il faut trois choses. Il faut on va dire des compétences académiques, parce qu'on vit quand même nous on évolue dans un monde très technique, très scientifique. Il faut pas être chercheur de pointe, mais il faut être capable de comprendre ce qui se passe. Donc un profil académique, il faut un côté alors ça peut être ingénieur, ça peut être scientifique, ça peut être médecin, pour l'instant c'est des profils un peu comme ça. Il faut un côté opérationnel, parce qu'on n'est pas des scientifiques de laboratoire ou des gens qui travaillent dans des bureaux. Nous on est là dehors et puis on risque un peu notre vie. Donc les A aiment bien sélectionner des gens qui ont prouvé qu'ils savaient travailler dans ces environnements-là. Donc ça c'est des pilotes, c'est des scientifiques qui ont travaillé sur des volcans ou au pôle sud ou je sais pas, sur une plateforme pétrolière ou dans la jungle, tu vois, des choses comme ça. Donc opérationnel. Et le troisième profil, c'est international. Parce que nous, on est l'agence spatiale européenne, donc on travaille un peu dans toutes les langues. Moi, j'ai une secrétaire italienne, mon chef est belge, mon collègue de bureau est anglais, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. En plus, dans un projet en coopération avec les Américains, les Russes, les Japonais, les Canadiens, donc tu vois, les langues, c'est primordial. Donc, il y a plein de manières d'avoir ces trois choses-là. Mais par contre, les trois sont indispensables dans une sélection d'astronautes. Académique, opérationnel, international. Voilà. Merci beaucoup pour ce voyage dans l'espace.